Bonjour à tous et bienvenue pour notre corrigé du brevet blanc d'histoire-géographie 2020. Donc tout d'abord, la première partie de l'épreuve consistait en une analyse de documents portant sur la géographie et plus particulièrement sur le chapitre qui concerne les aires urbaines en France. Les compétences évaluées étaient le prélèvement d'informations dans un document et la confrontation des informations des documents avec les connaissances que nous avions du cours. Donc je vous laisse reprendre connaissance des documents que nous avions. Donc premièrement, un document qui nous montrait le cas d'une famille qui s'était installée dans la couronne périurbaine de l'aire urbaine de Lyon, avec ses trajets domicile-travail et différentes informations sur leur motivation, sur leur déplacement, qui étaient représentés sur la carte et en légende. Ensuite, nous avions un court texte de Magali Rezazi, donc une géographe, donc un extrait de La France, une géographie en mouvement, donc qui est un article issu de la documentation photographique. Donc la documentation photographique qui est une revue de géographie, donc on voit ici c'est le numéro 8096 qui date de 2013. Donc la première question était simple, il s'agissait d'identifier le lieu où Juliette et Xavier ont habité, puis le lieu où ils habitent aujourd'hui. Donc la réponse était dans le document 1, on l'a trouvé facilement. Donc le trajectoire de vie, ils ont emménagé dans une maison de village à la Tour du Pin, alors qu'ils habitaient à Lyon avant la naissance de leur premier enfant. Donc la réponse, Juliette et Xavier habitaient à Lyon, qui est la ville-centre de l'aire urbaine, avant de s'installer à la Tour du Pin, dans la couronne périurbaine. Donc ici, pour les 2 points, les éléments attendus étaient Lyon et la Tour du Pin. Il s'agissait de prélever les noms des 2 communes dans lesquelles ils habitaient, mais il était bon et bienvenu de préciser qu'il s'agissait respectivement de la ville-centre et de la couronne périurbaine. Donc dans un exercice d'analyse de documents, pensez à prélever simplement les informations dans le document, tout en étant le plus précis possible. Pensez bien à donner les noms s'il y en a, et essayez d'apporter le plus d'informations que vous pouvez à chaque fois, sans y passer non plus trop de temps. Donc là, 2 points, une réponse courte était attendue. Donc pour la question suivante, qui valait plus de points, 6, une réponse relativement courte était possible. Donc les 2 éléments à retrouver était le cadre de vie, donc l'envie de campagne, et l'autre argument décisif, le coût de l'immobilier, qui est moins élevé à Lyon, et qui a permis donc à ce couple de devenir propriétaire d'une maison de village, là où il ne serait sans doute pu acheter qu'un petit appartement à Lyon. Donc, malgré ces avantages, on vous demande de relever les contraintes qui sont liées à ce choix de lieu de vie pour 2 points. Donc, il s'agissait évidemment de la donnée des temps de trajet, puisqu'on vous présente le trajet de Xavier, qui en voiture parcourt le trajet entre son domicile et son travail à Villefontaine, donc soit 70 km aller-retour, tandis que Juliette, elle, prend la voiture pour prendre le train ensuite et aller jusqu'à Grenoble, donc un trajet encore plus important, 180 km aller-retour, soit 3h20 de trajet 5 fois par semaine. Donc des trajets domicile-travail qui sont extrêmement longs. Donc attention ici pour la précision de la réponse, il s'agit bien des trajets domicile-travail qui sont très allongés. Certains se sont contentés de parler des trajets, mais de quel trajet parlait-il? Puisque on signale qu'il s'agit d'une campagne qui n'est pas isolée, donc ils ont un certain nombre de commerces et de services à proximité, la nounou et la boulangerie. Donc tous leurs trajets ne sont pas excessivement longs. Il s'agit du trajet domicile-travail, classiquement dans le cas des aires urbaines. Donc pour la question suivante, il s'agissait de faire le choix parmi 3 propositions, de justifier ce choix. Alors attention à la lecture de la consigne, beaucoup ont perdu des points parce qu'ils ont tout simplement soit oublié de recopier la phrase sur leur copie, ils ont simplement écrit proposition B, donc ils perdaient la moitié des points, 2 sur 4, ou on négligeait de justifier le choix, et donc on l'a aussi perdu la moitié des points. Donc ce qui est bien dommage, donc pensez bien à lire attentivement les consignes et à faire ce qui est demandé précisément. Donc il s'agissait, comme tout le monde l'a repéré, de la proposition B, c'est d'autres parcours chaque jour des dizaines de kilomètres pour se rendre à leur travail, et donc pour justifier, certains ont procédé par élimination, en disant que cela ne pouvait pas être la A, et cela ne pouvait pas être la C, il s'agissait d'une façon un petit peu laborieuse et peu efficace de procéder.
Quand on est dans une analyse de documents, contentez-vous d'utiliser les informations des documents. Donc par exemple, le fait que Xavier parcourt chaque semaine 70 km aller-retour, 5 fois par semaine, entre son domicile et son travail, tout simplement. Donc une phrase de cette sorte suffisait pour justifier votre réponse. Nous en arrivons à la 5e et dernière question de la partie géographie, qui mettait en avant la compétence confronter ses connaissances avec les documents. C'est-à-dire que le document 1 et le document 2 illustraient un cas classique de périurbanisation, tel qu'on a pu le voir dans le cours. Donc il s'agissait ici de généraliser à partir de cet exemple, pour expliquer de manière générale le lien entre croissance géographique dans l'espace des aires urbaines et mobilité. Alors, cet exercice a été peu réussi en raison d'une part d'une manque de maîtrise du cours et d'un manque d'attention au document, avec souvent des développements qui étaient contradictoires avec ce que montrait le document. Donc, il s'agit ici de mettre en avant un cas classique d'étalement urbain, donc on pouvait commencer par définir, expliquer en quoi consistait cette croissance des aires urbaines, ce qu'on appelle l'étalement urbain, donc les villes qui croissent, grandissent en taches d'huile à partir de la ville-centre, donc avec la ville-centre, sa banlieue, et la couronne périurbaine. Donc, ce qui est important de noter, c'est que ce n'est pas tant la ville-centre ou les banlieues qui sont en croissance aujourd'hui, c'est essentiellement le fait de la couronne périurbaine. Donc il ne s'agit pas nécessairement d'un afflux massif d'habitants depuis les campagnes vers les villes. Ce dont il s'agit, c'est le déplacement des nouvelles populations qui travaillent dans la ville-centre, soit depuis la ville-centre vers la couronne périurbaine, soit qui s'installent directement dans la couronne périurbaine. Donc le cas de Xavier et Juliette était classique, il s'agissait d'un couple qui habitait dans la ville-centre, et qui s'est déplacé vers la couronne périurbaine. Donc ce ne sont pas des gens qui sont arrivés dans l'aire urbaine, ils y étaient déjà, ils se sont relocalisés depuis l'espace central vers la périphérie, pour des raisons de coût de l'immobilier essentiellement. Avec l'arrivée de leur enfant, il leur fallait plus de place, ils désiraient avoir de l'espace, une maison, et cela n'est possible pour les classes moyennes que par un déplacement depuis la ville-centre où les prix sont chers vers la périphérie. Donc c'est ce mouvement qu'il fallait expliquer et mettre en rapport avec la question des mobilités, c'est-à-dire des transports. Donc le déplacement depuis la ville-centre vers la couronne périurbaine implique des mobilités importantes, puisque l'essentiel des emplois se trouve dans la ville-centre. Donc en l'occurrence, Xavier ne travaille pas à Lyon, à la périphérie, mais par contre, Juliette illustre ce point avec le fait qu'elle aille travailler dans la ville de Grenoble. Donc, la ville de Grenoble, qui est une technopole, une ville où les technologies occupent une place importante. Donc, les mobilités, elles peuvent se faire soit par les transports en commun, soit par les mobilités individuelles, c'est-à-dire essentiellement par la voiture. Donc ici, on avait les deux cas, avec Xavier qui utilise exclusivement la voiture, et Juliette qui utilise la voiture pour rejoindre une gare, et ensuite prendre un transport collectif, le train. Donc, ça signifie que les villes s'étalent de plus en plus, ou les aires urbaines plutôt s'étalent de plus en plus, du fait de l'accroissement des couronnes périurbaines, un espace qui mélange campagne et aménagement urbain, lotissement pavillonnaire, donc c'est-à-dire les constructions de maisons individuelles pour ces périurbains, et des infrastructures, on va y trouver notamment les aéroports comme Lyon-Saint-Exupéry, des grands centres commerciaux, puisque c'est là que vous avez de la place disponible avec des terrains agricoles qui coûtent peu cher. Donc il s'agissait bien de mettre en valeur les mobilités et leur rapport avec la croissance de l'aire urbaine, donc on a des espaces qui sont vraiment dépendants des moyens de transport, en particulier de la voiture, pour connecter à la fois domicile et emploi, ce qu'on appelle les migrations pendulaires, mais pour connecter plus de manière plus générale, domicile souvent avec les commerces et les services. Donc nous poursuivons maintenant avec la seconde partie qui concernait l'histoire. Donc nous allons tout de suite nous intéresser à la chronologie, donc un exercice typique en complément d'un développement construit en histoire, placer un certain nombre de dates essentielles. Donc d'une manière générale, vous avez su placer les dates qui concernaient la Première et la Seconde Guerre mondiale. Alors, une fois de plus, faites attention aux consignes. Ils étaient demandés de placer, de bien préciser les dates
avec la chronologie, ce qui n'a pas toujours été fait. Certains se sont contentés de numéroter les différents éléments et de replacer les numéros sur la frise. Donc attention à cela, le correcteur peut très bien choisir de ne vous accorder aucun point ou la moitié des points. Donc faites les choses de manière propre, vous aviez la place, et en suivant rigoureusement les consignes qui vous sont demandées. Donc le début de la Première Guerre mondiale, 1914, la fin de la Première Guerre mondiale, 1918. Donc il vous était laissé ensuite au choix pour l'arrivée au pouvoir de Staline, soit donc l'année de son arrivée au pouvoir, soit la mise en place du régime totalitaire en URSS. Donc l'arrivée de Staline au pouvoir après la mort de Lénine en 1924, et la mise en place du régime totalitaire en URSS une fois qu'il a éliminé tous ses concurrents en 1928. 1917 étant la date de la création de l'URSS, et donc là il ne s'agit pas du fait de Staline en particulier, mais plutôt de Lénine à la suite de la révolution russe. L'arrivée d'Hitler au pouvoir, eh bien, en 1933, et le début de la Seconde Guerre mondiale en 1939, et la fin de la Seconde Guerre mondiale en 1945. Donc certains ont précisé les mois, voire les dates précises, c'était très bien, cela ne peut qu'apporter un plus à votre copie au moment de faire le total des points, inciter votre correcteur à arrondir de manière favorable. Ensuite, le sujet de développement construit sur 14 points. Donc le sujet a été généralement peu réussi pour plusieurs raisons, notamment le manque de maîtrise du cours, ou la tendance au hors-sujet, puisqu'il s'agissait ici de présenter les principaux aspects du régime totalitaire nazi, et non d'expliquer le génocide des Juifs et des Tziganes, ce que beaucoup ont fait. Donc ce qui était une tendance au hors-sujet, liée au fait que les règles de l'introduction n'ont pas été respectées. L'introduction sert à présenter le sujet, donc qui va nous permettre ici d'indiquer de qui est concerné, donc introduire la figure d'Adolf Hitler, de présenter la chronologie du sujet, donc l'arrivée au pouvoir du régime, la mise en place du régime nazi après l'arrivée au pouvoir d'Hitler en 1933, de préciser le cadre spatial du sujet, où ça se passe, donc là en l'occurrence en Allemagne, et de définir le terme essentiel du sujet, ici régime totalitaire, ce qui a été très rarement fait, ou de manière très imprécise. Donc d'où l'importance de bien apprendre le vocabulaire, notamment le vocabulaire essentiel, qui permet ensuite de bien cadrer le sujet et d'éviter de partir en hors-sujet. Donc un régime totalitaire, eh bien c'est un régime qui cherche à tout contrôler, où l'État cherche à contrôler le pays, son économie, et jusqu'à ce que pense la population, donc à travers différents moyens. Donc là, il s'agissait du cas particulier du régime totalitaire nazi, donc que vous avez identifié correctement la plupart du temps avec Adolf Hitler. Donc dans l'Allemagne nazie, le contrôle s'opère avec une idéologie particulière, qui est l'idéologie nazie, donc raciste et antisémite, opposée aux juifs. La plupart d'entre vous maîtrisent correctement l'organisation du développement construit, donc avec une introduction suivie de plusieurs parties, donc ici un traitement en 3 parties avec la conclusion. Donc tout d'abord, j'avais choisi de traiter moi l'encadrement de la population par l'État nazi. Donc ce contrôle s'effectue de diverses manières, notamment par, et c'est un classique des régimes totalitaires, des organisations de jeunesse, en l'occurrence les jeunesses hitlériennes. Ensuite, le culte de la personnalité, ce qui lui est associé la propagande du régime. Ensuite, l'idéologie, donc c'est-à-dire l'ensemble des idées qui forment la doctrine du régime en question, donc ici le nazisme, c'est-à-dire une idéologie raciste et antisémite. Donc, précisez bien que c'est Hitler qui pense qu'il existe différents types d'humanité, différentes races, et pour lui, les Aryens, avec un Y, forment la race supérieure, c'est-à-dire la race germanique. Et donc, dans son optique, eh bien, cette race doit s'emparer d'un espace vital et dominer, voire éliminer les autres races. Donc c'est ce qu'il expose dans son livre Mein Kampf, Mon combat.
Donc, à ce propos, eh bien, il y a donc les lois de Nuremberg en 1935 qui participent à la discrimination des Juifs en leur interdisant certains emplois, certains lieux publics, et de se mélanger avec la population allemande. Donc ces lois antisémites chassent les Juifs des emplois et des lieux publics. Alors il était possible à ce moment-là d'évoquer la suite avec le génocide des Juifs et des Tziganes, qui découle de cette idéologie raciste et antisémite, mais en aucun cas cela pouvait constituer l'intégralité du développement. Donc ensuite, eh bien, on pouvait développer la violence de masse, puisque l'autre caractéristique des régimes totalitaires, c'est d'essayer de contrôler la pensée des populations avec la propagande d'une part, mais aussi en utilisant la violence pour réprimer toute forme d'opposition. Donc les opposants, communistes, socialistes, démocrates sont emprisonnés, voire déportés dans les camps de concentration. Donc dans les années 1930, il n'y a pas encore les grands camps qui se situent en Pologne comme Auschwitz-Birkenau, mais déjà des camps en Allemagne comme Dachau, qui servent à mettre essentiellement des opposants politiques. Et donc c'est la Gestapo, la police politique, qui se charge d'arrêter les opposants. Donc la violence, effectivement, les Juifs en sont victimes. Donc dans votre manuel, vous avez à la page 45 les humiliations publiques dans la rue, même si à ce stade, il n'y a pas encore de solution finale qui n'est décidée en 1942 avec le génocide organisé programmé de l'ensemble de la population juive d'Europe. Donc enfin, on n'oublie pas une petite conclusion, donc où on va bien montrer qu'on a répondu à la question et pas autre chose, en récapitulant les différents aspects du totalitarisme nazi, contrôle de la population, usage de la violence de masse, propagande, culte de la personnalité, et on peut faire une ouverture en faisant le parallèle avec l'URSS de Staline, qui est un autre régime totalitaire qui utilise les mêmes méthodes, mais au service d'une idéologie différente, le communisme, ce que certains ont fait à juste titre. Nous en arrivons donc à notre dernier point, l'enseignement moral et civique, avec un document qui nous présentait Tony Parker, joueur de basketball et international français, notamment à l'occasion de la victoire des joueurs de l'équipe de France à l'Euro qui se déroulait en Slovénie, à Ljubljana. Donc cet événement était l'occasion de parler de l'attachement de Tony Parker à la France et la façon dont il avait obtenu la nationalité française dans un article de presse du Nouvel Observateur d'octobre 2013. Donc, les questions portaient tout d'abord sur le document, il s'agissait de repérer les symboles de la République française, c'est-à-dire donc les signes qui représentent et permettent d'identifier la France. Donc il y avait, comme la plupart d'entre vous l'ont repéré, le drapeau tricolore bleu, blanc, rouge, et la Marseillaise, essayez de penser à bien préciser qu'il s'agit de l'hymne national. Donc ensuite, les valeurs de la République française, dans la plupart des cas, vous les connaissiez, c'était très bien, donc tout simplement la devise, liberté, égalité, fraternité. Certains ont expliqué de quelle liberté il s'agissait, de la liberté d'expression par exemple, de l'égalité face à la loi, de la fraternité, par la participation de tous à la solidarité nationale, à travers par exemple l'impôt, donc c'était très bien. Quelles sont les origines de Tony Parker? Où est-il né? Donc là, pareil, il suffisait de repérer dans le document, simplement que Tony Parker était d'origine néerlandaise par sa mère et américaine par son père, et qu'il était né en Belgique. Donc Tony Parker n'est à la base, à sa naissance, pas spécialement lié à la France. C'est son parcours de vie qui fait que naît cet attachement, puisqu'il y a grandi, il s'y est socialisé avec ses amis, et donc à 15 ans, après avoir vécu en France, Tony Parker a fait le choix de devenir français, c'est-à-dire qu'il a demandé sa naturalisation. Donc c'était le mot qui était dans le document qu'il fallait repérer. Donc vous l'avez ici, naturalisé à 15 ans, et on vous donnait même la signification du terme étranger majeur qui a obtenu la nationalité française. Donc on notera qu'à 15 ans, il n'est pas majeur, il fait la demande conjointement avec ses parents. Donc les questions, jusqu'à la question 4, demandaient simplement à prélever les informations dans le document, et elles ont été dans l'ensemble plutôt bien réussies. Ensuite, exercice 5, alors comme souvent au brevet en éducation civique, on vous demandera de rédiger un petit texte, avec une mise en situation, vous écrivez un mail, une note, un paragraphe, etc. Donc essayez de respecter la forme, donc de faire une lettre, de rédiger une lettre avec
une adresse, bonjour, au plaisir d'avoir de tes nouvelles, j'espère que tu te portes bien, voilà, de respecter globalement la forme qui vous est demandée, même si l'essentiel évidemment viendra dans le développement, où vous allez expliquer ce qui vous est demandé d'expliquer, en l'occurrence les différentes façons d'obtenir la nationalité française. Donc la plupart du temps cela a été bien connu, évitez surtout de présenter les choses avec des tirets de manière un petit peu maladroite, vous ne faites pas une liste de courses dans tous les cas. Donc les différents moyens sont évidemment ce qu'on appelle couramment le droit du sang si au moins l'un des parents est français. Ensuite la naturalisation peut être automatique. Si né en France, on y a vécu au moins 5 ans avant sa majorité et qu'on en fait la demande. Dans le cas d'un mariage, après un certain temps de vie commune, eh bien, on peut obtenir automatiquement la nationalité française. Et puis, enfin, donc il y a des cas un petit peu plus particuliers, comme si une personne participe au rayonnement de la France et peut obtenir sa naturalisation par décret, ou en cas d'un acte héroïque ou exceptionnel. Et puis pour les étrangers vivant en France, eh bien au bout de plusieurs années de vie en France, 5 ans classiquement, eh bien si l'on fait la preuve de sa maîtrise du français, d'un certain nombre de connaissances sur la France et de son intégration à la société par le travail notamment, eh bien il est possible de demander à être naturalisé.